Alors, au commencement était l'eau. De l'eau vint la vie, et bien plus tard, le vin et l'eau de vie. Depuis l'aube de l'humanité, les hommes se sont rassemblés aux abords des cours d'eau afin de construire les premières sociétés. Les uns étaient gens de la terre, les autres étaient gens de l'eau. Et entre ces deux mondes, les pêcheurs. Alors, le pêcheur qui fait une réserve de petits poissons afin de s'en servir plus tard pour en attraper de plus gros, eh ben, il se fait un capital. Il se fait un capital qu'il va exploiter pour son profit personnel. Idem pour le chasseur et le cultivateur avec les graines. Et utilisé de cette manière, il contribue à la survie du groupe et au bien commun. Rien à redire. Alors, plusieurs définitions sont possibles concernant le capitalisme, hein. Il y a plusieurs formes euh, de capitalisme et qui sont différents dans l'espace et le temps. Alors, le capitalisme, la première définition qu'on peut en donner, c'est un système économique caractérisé par la concentration de gros capitaux en vue de promouvoir la production et les échanges commerciaux. Et il revêt donc plusieurs formes, hein. Il est primitif, il est marchand, commercial, industriel, monopoliste, libéral, financier, spéculatif, etc., etc., etc. Bon, on va garder en tête la plus simple des définitions du capitalisme, c'est selon Churchill, on va dire que c'est la répartition inégale des richesses, hein. Et puis pour qu'il y ait capitalisme, il faut qu'il y ait capital. Et donc, capteur, capitalisateur, autrement dit, capitaliste. C'est donc un système qui est mis en place par une pratique. Et lorsque ce système s'étend à l'échelle mondiale, il est question de mondialisation d'une pratique. Alors le capitalisme, il peut être considéré comme élément associé de ce qu'il est convenu d'entendre par le mondialisme, celui-ci n'étant pas que financier. Et il y a un géographe, un éminent géographe français spécialiste en géoéconomie, qui dit que la mondialisation est, je cite, un processus géohistorique d'extension progressive du capitalisme à l'échelle planétaire. Et il ajoute, la globalisation en est l'effet par ses répercussions. Voilà pour l'instant ce qu'on peut dire du capitalisme. Je fais un petit break, je regarde dans le chat, ça va, tout le monde me suit? Ouais, ouais. Je- Pierre-Yves est dans le coin, tu le sens venir, ISS? Je vous lis un peu dans le chat, clac, 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 clac. Euh, Ok, bah écoutez, je continue tant qu'on ne m'arrête pas. Salut paysans jaunes. Ah ben, à l'occasion, tu vois, je proposais tout à l'heure, jaunes, je proposais tout à l'heure, tu vois, de faire une chanson historique. En fait, j'ai quelques chansons, tu vois, historiques d'ailleurs, qui parlent de la paysannerie et de la condition des paysans à certains moments de l'histoire. À l'occasion, j'en choisirai une ou deux, puis je vous les chanterai. Bon, donc, du coup, je continue mon petit topo, hein, tant qu'on m'arrête pas. Voilà, donc j'en étais à définir le capitalisme. Quant à la mondialisation, elle va de pair avec le recul des terres inconnues et commence son œuvre avec l'élément primitif qui la caractérise, à savoir le virus. L'élément caractéristique de la mondialisation, c'est le virus. Et elle se poursuit avec l'évangélisation des populations indigènes et l'extension du domaine de la norme dont la puissance légitime est l'État. La norme pénale définit le criminel, la norme fiscale définit le fraudeur, la norme commerciale définit le contrebandier. Et en s'appuyant sur ce pouvoir de normalisation, l'État souverain
peut organiser à grande échelle la circulation des flux qui traversent le corps social, flux de marchandises, de métaux précieux, de soldats, de populations et d'idées. Donc à partir de là, l'histoire du capitalisme devient une affaire de conquête par la normalisation d'une série indéfinie de territoires. Et il est aussi une anthropologie. Voilà. Alors, donc du coup, si on arrive à la à la piraterie, déjà commencer par savoir ce que c'est que pirate, ce que c'est que la piraterie. Et donc, je regarde à nouveau le chat. Ça va, tout le monde est là? Vous me suivez toujours? Ouais, 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 apparemment. Je suis pas là. Si quelqu'un souhaite monter, qu'il se manifeste dans le chat. OK, OK. Ben moi, de toute façon, salut Mikatch. Seb m'a laissé l'antenne, si tu veux, pour combler. Donc moi, j'étais parti dans un petit topo sur le capitalisme et la piraterie, en attendant qu'il y ait du monde qui monte. Et là, s'il y a du monde qui veut monter, je peux interrompre mon petit topo et puis laisser la parole à ceux qui veulent se manifester, hein, il n'y a pas de souci. Donc, Mikatch, tu me dis si je continue ou si j'arrête. Donne-moi un petit peu le tempo, s'il te plaît. Tu me parles de ça, enfin, tu me réponds sur le chat ou tu montes, tu fais comme tu veux. Sinon, je continue mon topo, hein. Ouais, bon, pas de réponse. Bah, je continue mon topo. Si vous voulez m'interrompre, il y a pas de souci. Enfin, si quelqu'un veut monter et qui veut reprendre, pas de souci. Ok, ok. Ok, ok. Bon, bah, merci les amis. Merci de vos retours. Donc, du coup, je continue dans ma lancée. Il n'y a pas de souci. Si quelqu'un veut monter et m'interrompre, il y a pas de problème, hein. Pour l'instant, voilà, j'occupe l'antenne et donc je continue mon petit topo. Donc, on en était à. Faut pas que je perde le fil. Donc, j'avais défini le capitalisme, et puis là, j'en suis à définir ce que c'est que le pirate ou la piraterie. Alors voilà ce que j'ai à dire à ce propos. C'est que depuis que des objets ou des biens circulent par les chemins de terre ou les chemins de l'eau, il y eut toujours un obstacle à cette circulation, dont l'un des principaux fut et demeure l'homme, dit Homo erectus. Que ce soit pour son bien propre, celui de sa famille, de sa tribu ou de sa communauté, l'homme a dû capitaliser pour assurer sa survie. Et donc ce rapport entre le bien propre et son accaparement par autrui, à des fins personnelles ou collectives, montre bien l'étroitesse des liens qui existent entre le capitalisme et la piraterie. De l'Antiquité jusqu'au temps moderne, c'est-à-dire après la Renaissance, ou même à partir de la Renaissance, la piraterie est dite de métier. Est dite de métier. Euh, D'ailleurs, dans l'Antiquité, Cicéron déclare les pirates communis hostis omnium, c'est-à-dire les ennemis communs à tous, hein, car ils échappent aux catégories habituelles du droit. Et donc, cette piraterie-là, elle sera combattue, puis tolérée, instrumentalisée et enfin anéantie, mais pas complètement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un pirate? Eh bien, un pirate, c'est tout d'abord un marin. Il est très souvent marchand contrebandier et peut être mercenaire, hérétique, exilé, marron, excommunié, déshérité, noble ruiné, paysan déporté, etc., etc., etc. Donc il pille et il s'approprie et revend à profit les biens d'autrui. Et il provient de toutes les contrées, de toutes les classes et les rangs des sociétés de son époque. Alors avant toute chose, il est nécessaire de distinguer
corsaire, flibustier, forban et pirate. Alors, ces distinctions reposent sur une activité commune et sur les cadres légaux que projettent les États sur eux. Alors, le pirate, c'est toujours celui qui agit contre un État qui n'est pas le sien, sauf exception. Donc, contre un État qui n'est pas le sien ou un ennemi de l'État. Autrement dit, en temps de guerre, il a le titre de corsaire, mais en temps de paix, il est qualifié de pirate. Alors, qu'est-ce donc qu'un corsaire? Alors, le dictionnaire de l'Académie répond que c'est un bâtiment armé en course par des particuliers, avec l'autorisation du gouvernement de courir sus à l'ennemi par une lettre de course ou lettre de marque, et il ajoute, se dit aussi des pirates, et à cette dernière expression, nous lisons pirate, écumeur de mer, celui qui n'a commission d'aucune puissance et qui court les mers pour voler, pour piller. Donc, le corsaire, il peut être assimilé à un mercenaire faisant acte de piraterie à la solde d'une nation. Cependant, lorsqu'il est pris en temps de guerre, il est traité comme prisonnier de guerre et en temps de paix, de voleur condamné à la pendaison. Alors étymologiquement, le corsaire, c'est dérivé de l'espagnol corsear, c'est-à-dire aller en course, de l'italien corsare, corsa, qui signifie course, et c'était surtout usité dans le Midi et la Méditerranée, où l'expression de corsaire barbaresque désignait les navires d'Alger, de Salé et de toute la côte d'Afrique, tandis que celle de pirate semblait réservée aux forbans des îles de la Grèce et de la Turquie. Donc en Europe, par opposition, on nommait armateur celui qui avait une commission du prince pour courir sur les ennemis. Pirates et corsaires sont des écumeurs de mer. Donc cette locution d'armateur, parfaitement exacte et coupant court à tout équivoque, disparut malheureusement vers le milieu du XVIIIe siècle et celle de corsaire prévalut. C'est-à-dire qu'un armateur, c'est celui qui possède les bateaux, c'est le propriétaire du bateau. Donc vous voyez bien que jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, on ne disait pas corsaire, on disait armateur. Voilà. Et donc, ben, des lois sévères et tout un code même réglementait la course et l'établissement et établissait, pardon, l'intéressante législation du droit de prise, parce qu'il y avait un droit de prise. Voilà. Donc, ça va, je regarde le chat là, tout le monde me suit encore? La bête, pas de souci, OK, ouais, c'est intéressant, on continue, OK, OK, OK. Vive les pirates et les paysans! Ah oui, mais tu sais que c'est pas faux ce que tu dis, paysan jaune, hein, parce que je vous disais, là, au début de mon petit topo qu'un pirate est par définition, un marin, mais il y avait, enfin notamment en Bretagne, il y avait des paysans marins, hein. C'est-à-dire qu'à une certaine période, enfin, à certaines saisons, le paysan était à son champ et à d'autres saisons, il était en mer, hein. Et donc il y a aussi quelques paysans qui se sont fait marins et qui ont fait l'expérience du pillage en mer et donc de la piraterie, hein. Voilà, donc bah, tant que personne ne m'arrête, hein, je continue, mon petit topo, hein. J'espère que je vous saoule pas trop, mais bon, c'est toujours intéressant, c'est des trucs, qu'on n'apprend pas, tous les jours. Voilà, donc j'étais dans la définition des catégories, des marins, pilleurs, en mer. Donc j'ai évoqué, bon, la figure du pirate, hein, le corsaire. Je vous ai parlé de Forban. Alors le forban, il est qualifié ainsi parce qu'il ne possède pas de lettre de course. Je vous ai dit que le corsaire, c'est par définition un mercenaire, un pilleur de mer, un pirate, mais qui a l'autorisation du roi pour aller
piller, des bateaux, en particulier, les bateaux des nations, ennemies. Donc le corsaire, en fait, c'est un fonctionnaire. Voilà, tout simplement. Par contre, le forban, lui, donc je disais qu'il est qualifié, ainsi parce qu'il ne possède pas de lettre de course et agit en conséquence dans un cadre strictement illégal en tant que particulier, hein. On va dire que le forban, si vous voulez, ça désigne le pirate, en Europe, on va dire, particulièrement en Europe, de l'Ouest. Il reste encore un terme, pour qualifier, un marin, pilleur en mer, c'est le flibustier. Alors le flibustier qu'on désigne tantôt par un mot dérivé du hollandais, vliegbuiter, tantôt par la racine flibo. Alors vliegbuiter en hollandais, c'est, libre butineur. Butineur, butin, ça vient de butineur, hein, butiner, c'est-à-dire prélever. Et donc, tantôt par la racine flibo, du nom d'un type de navire et donc d'un marin qui, muni de lettres de course ou non, se livre à des expéditions à des fins lucratives et dont l'activité est généralement tolérée, par les pouvoirs dans la mesure où elle perturbe le trafic commercial des États ennemis au souverain ou son représentant qui délivre, l'autorisation de prise. Donc à l'origine, la flibuste se situe en mer du Nord et se localisera plus tard aux Caraïbes. Donc, on parle souvent de flibustiers, lorsqu'il s'agit de pirates ou de corsaires, qui sont, principalement dans les Caraïbes. La guerre de 80 ans, la guerre de 80 ans dissuadant les marins de revenir en Europe, beaucoup préférèrent le soleil des Caraïbes, les profits du commerce et de la contrebande et pour certains, la colonisation et la traite, négrière, hein, et aussi le pouvoir, économique et politique. Alors, dans la traite négrière, il faut savoir que dans le règlement de bord des pirates, ce qu'on appelle la chasse-partie, c'est un règlement, où il est stipulé, le partage des départs du butin. Et concernant la traite négrière, dans la chasse-partie, le marin, enfin le pirate, il touche une part en argent et il libère les esclaves ou pas d'ailleurs, s'il a pas d'argent. Le pouvoir économique, bah, parce que lorsqu'il se fait planteur et habitant et politique, bah, lorsqu'il se fait nommer à un rang hiérarchique, d'un État. Donc cette sorte de piraterie connaîtra son âge d'or au XVIIe et au début du XVIIIe, avec en particulier la constitution de véritables enclaves flibustières aux Caraïbes et un espace de liberté, sociale et économique. Donc vous avez bien compris que concernant, la flibuste, en fait de pirates qu'on qualifie, souvent de contre le système, qu'on qualifie d'anarchistes, et cetera, bah, rien du tout les gars. Cette sorte de piraterie en fait, n'aspirait qu'à devenir calife à la place du calife, c'est-à-dire, bourgeois, à la place, du bourgeois et lorsque ce pirate, des Caraïbes se trouvait en difficulté, par rapport, au pouvoir et que le pouvoir, lui proposait, de se faire planteur, et d'avoir, enfin de coloniser, hein, un pays qui ne l'appartient pas, une terre qui ne lui appartient pas et d'avoir, des esclaves, comme serviteurs et ben, le pirate et ben, il disait pas non. Parce que c'était le seul moyen de sauver sa tête parce qu'à une certaine, époque, je pense particulièrement vers le milieu du XVIIIe siècle,
la chasse à la piraterie était terrible et on proposait à ces flibustiers, donc ces pirates des Caraïbes, la pendaison ou bien la soumission. Et la soumission, bah, c'était devenir esclavagiste, colon, enfin planteur, exploiteur et exploitant, tu vois? Donc voilà, donc le pirate doit donc, être, enfin pirate doit donc être utilisé comme terme générique qui englobe, ces 3 distinctions et particularités. Voilà, je regarde un petit peu dans le chat, où on en est, je sais pas combien ça fait combien de temps là que je parle. Pour l'instant, personne ne veut monter, personne n'a rien à dire, je lis un peu le chat pour voir, où vous en êtes et où je dois en rester. Les Vikings font-ils partie de la catégorie des pirates? Très bonne question, paysan jaune. À partir du ouais, alors c'est intéressant parce qu'il y a plein il y a du coup, il y a plein de choses à dire. Alors, les Vikings font-ils partie de la catégorie des pirates? Moi, je dirais que on peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça, dans la mesure où, les pirates, bah, je parle, en référence à l'âge d'or de la piraterie que je situe entre le on va dire le ouais, la fin du 15e et le milieu enfin et ouais, le milieu du 18e. Oui, on peut dire que chez les Vikings, il y a des actes de piraterie parce que comme je l'ai dit, pirate renvoie au pillage, alors au pillage en mer, mais en fait sur l'eau. Mais il faut savoir que beaucoup de pirates ne partent pas. Enfin, faut casser un petit peu avec les clichés et les caricatures, parce que même si ça a eu lieu, mais beaucoup de pirates ne partaient pas à l'abordage pour piller des navires. Beaucoup de pirates ont fait acte de piraterie à terre. Un acte de piraterie à terre s'appelle ça s'appelle une rafle. Donc il y a énormément de pirates qui ont exercé leur brigandage venant des cours d'eau, hein, que ce soit la mer ou la rivière ou le fleuve, et qui sont allés à terre pour piller. Ça, faut le savoir. Et beaucoup de pirates, d'ailleurs, ont été à terre, piller des petits villages, et s'ils n'avaient pas assez, enfin, s'ils estimaient que le butin n'était pas assez conséquent, eh bien, ils faisaient du kidnapping. C'est-à-dire qu'ils piquaient, voilà, la fille d'un notable du village ou d'un prince ou d'un roi, et ils demandaient rançon. Donc effectivement, paysan jaune, on peut dire que, il y a de la piraterie chez les Vikings. Voilà, parce qu'en fait les Vikings, sont arrivés, dans le pays par la voie d'eau, hein. Heu, alors ils pratiquaient, la haute mer, mais ils pratiquaient aussi beaucoup, la navigation, côtière. Et et à partir de la navigation côtière, eh bien, prenez les estuaires et puis, remontez, les fleuves, et aller à l'intérieur du pays, de cette manière-là, hein. Voilà, donc si j'ai répondu à ta question, paysan jaune, je continue de lire, le chat, Aleister Crowley: «En quoi tu es donc un forban?» Je rappelle qu'un forban est avant tout un marin. Et qu'un marin qui pille en mer ou bien qui rafle à terre. Voilà, qu'est-ce qu'il dit Romain? Ce seraient pas des gros violeurs, ces pirates? Ce seraient pas des gros violeurs, ces pirates? Bah, écoute, pas ni plus ni moins que d'autres, hein,
Oui, bien sûr qu'il y a eu il y a eu, ce genre d'actes, mais c'est pas propre aux pirates, hein. Ah ouais, tu pas l'eau, Aleister Crowley? Ah bah, pas de bol alors, tu vois? Mais je te rassure, hein, il y a beaucoup de marins qui n'aiment pas l'eau. Enfin, je veux dire, qui n'aiment pas boire d'eau. Tu vois? Tu vois, ils préfèrent, d'autres, boissons. D'ailleurs, je connais pas beaucoup de marins qui boivent de l'eau, en fin de compte. Si quelquefois par obligation, parce qu'il faut pas oublier que, ouais, 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 ouais. Heu, dans les règlements de bord, quelquefois, était, stipulé, l'autorisation de boire, de l'alcool ou pas, hein. Et d'ailleurs, même actuellement, hein, heu, quand tu embarques à bord, d'un navire, pour aller faire, une virée, en mer, tu as certains, capitaines, de navires qui n'autorisent pas les boissons alcoolisées à bord, hein. De toute façon, c'est, le capitaine, qui décide, du règlement de bord, hein. Enfin, actuellement, alors que, à l'époque, de l'âge d'or de la piraterie, les règlements de bord, étaient faits, collectivement. Si tu veux, il y avait une sorte de référendum, d'initiative, collective, on va dire, pour, écrire, soi-même la constitution, c'est-à-dire le règlement de bord, hein. C'était, collectif, hein. Quels sont les pirates ou forbans devenus célèbres après leurs méfaits? Oh là, ben, bon, Mick, Rod, je peux pas répondre là tout de suite à ta question parce que ça prendrait du temps. Mais des pirates, devenus célèbres après leurs méfaits, il y en a une liste, enfin, il y en a énormément. Et encore, tu précises bien de devenus célèbres. Parce qu'il y a plein de pirates, encore qui ont commis des méfaits ou des actes glorieux de piraterie qui ne sont pas connus, tu vois? C'est vrai on évoque toujours, les mêmes, sempiternelles, figures, concernant la piraterie, mais en fait, il y en a plein, 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 plein et de toutes les nations d'ailleurs, hein. Aussi bien en France, qu'en Angleterre, qu'en Hollande, et cetera, et cetera. Enfin, tu vois? Y avait-il des bons pirates qui volaient pour les pauvres? Paysan jaune, excellente question, mais bien sûr. Alors, je dis pas tout le temps, mais j'avais fait allusion à ça, une autre fois. Effectivement, quand tu lis, Daniel Defoe, le romancier, et pamphlétaire, anglais Daniel Defoe, qui a écrit, entre autres, Robinson Crusoe, dans un autre ouvrage, il fait mention, de Libertalia. Libertalia qui est une utopie pirate, créée, par, un capitaine français et un moine défroqué italien. Ça se passe, au 17e, enfin, ouais, il me semble fin du 17e, début du 18e siècle. Et donc, il pratiquait, une piraterie, on va dire, humanitaire. Alors, c'est pas tant qu'il volait, attends, y aurait-il des pirates qui volaient pour les pauvres? Heu, alors disons que les libertariens, donc étaient des pirates qui faisaient de la piraterie humanitaire dans le sens où effectivement ils allaient à l'abordage de bateaux, mais ils ne tuaient personne sur les bateaux. Ils ne dérobaient, enfin, c'est-à-dire qu'ils ne prenaient que ce que les hommes avaient besoin, pour leurs besoins vitaux et ce que le bateau avait besoin aussi. Et ils laissaient vivants, ceux qu'ils avaient pillés. Par contre, lorsqu'ils allaient à l'abordage d'un navire négrier, c'est-à-dire qui faisait,
de la traite négrière, c'est ce qui veut dire qu'il y avait des esclaves, eh bien, cet équipage de pirates mené par le capitaine Misson et Caraccioli, eh bien, libérait les esclaves et leur proposait même de faire partie de leur entreprise de piraterie. Et ces pirates-là, qui faisaient de la piraterie humanitaire, avaient créé carrément une philosophie, une utopie, et ils cherchaient une terre pour s'installer, pour installer cette communauté utopique qui prônait l'absence de propriété, l'absence de richesse spéculative, qui prônait la démocratie en désignant non pas un président ou un roi, mais un gouverneur qui était nommé par la communauté, par tirage au sort. Et donc, bah voilà, c'est un petit peu les prémices du communisme, ouais, de l'utopie communiste. Hein. Et là, on est, vous voyez, fin du XVIIe, début du XVIIIe. Hein. Voilà, c'est-à-dire que c'est cette idée d'émancipation, enfin, ce qu'on recherche toujours, hein, c'est, enfin, pas particulièrement les gilets jaunes, hein, c'est de s'émanciper de ce système, d'échapper au rouleau compresseur de ce système. Bah, vous voyez que c'est pas nouveau parce que déjà à la fin du XVIIe, au début du XVIIIe, il y avait des gens qui pensaient déjà un, un nouveau futur, un nouveau système, une nouvelle anthropologie, un nouveau paradigme. Hein. Donc, nous n'avons rien inventé. Oui, Olivier Levasseur, entre autres, mais bon, il y en a plein. Là, si je commence à... Voilà, là, c'était juste un petit résumé, hein, les amis, hein, que je faisais sur le capitalisme et la piraterie. Bien sûr que je peux entrer beaucoup plus dans les détails, mais bon, après, bon, je ne veux pas non plus vous saouler, ni m'étendre des heures et des heures sur le sujet. Bon, voilà, là, c'est juste un petit topo convivial, voilà, pour alimenter l'émission sur l'antenne. Mais bon, je vais pas me lancer non plus dans une conférence voilà, spécialisée. C'est pas sûr que ça plaise à tout le monde. Qu'est-ce qu'il dit Je vais peut-être me reconvertir en pirate libertalien. Eh bien, pourquoi pas, paysan jaune? Bien sûr, bien sûr. Mais je vous invite, alors, il faudrait que je retrouve je vais chercher, il faudrait que je retrouve les références bah, de toute façon, vous tapez sur Google Libertalia. Alors, attention, parce que quand vous allez taper Libertalia, probablement que Google va vous indiquer le nom d'un groupe français qui fait, enfin, soi-disant, de la chanson sur la piraterie. Mais voilà, bon, ils ont récupéré le terme Libertalia, à mon avis, euh, à des fins de communication commerciale pour se faire de la pub et attirer l'attention sur eux. Mais bon, après, musicalement parlant, bon, chacun ses goûts. Hein. Moi, c'est pas trop ma tasse de thé. Et en termes de culture générale ou de la piraterie, bon, c'est pas ça. Donc, vous passez le paragraphe voilà, de ce groupe-là qui se nomme comme ça, mais tapez Daniel Defoe, Libertalia ou Capitaine Misson, et là, vous aurez un petit topo de ce que c'est que cette utopie d'une société égalitaire euh, nommée Libertalia. Je vois, alors, Microd, ouais, tu me parles de Surcouf. Ouais, Surcouf, c'est un cas particulier, Surcouf, parce que Surcouf, c'était un corsaire. Surcouf, c'était un riche bourgeois. C'était un fils d'armateur, c'est-à-dire d'un propriétaire de navire. Et je ne vous dis pas que propriétaire de navire,
tu es un gros capitalo, tu es un gros bourge, quoi. Tu te fais de la thune, toi. Et donc Surcouf, lui, c'était un fonctionnaire, quoi. Il travaillait pour Napoléon, hein, il travaillait pour le pouvoir, hein. Et lui, il pillait pour le compte du souverain. Mais faut pas oublier que lorsqu'il y a, alors c'est pareil, tu vois, c'est tout un processus administratif, hein. Lorsque tu as fait une prise, hein, lorsque tu as pillé un navire, il faut savoir que si tu es corsaire, le butin ne t'appartient pas et tu ne le partages pas avec ton équipage. Parce que lorsque tu es corsaire, si le bateau t'appartient, eh ben, tant mieux, mais si t'appartient pas, tu dois une part, donc déjà tu dois un pourcentage de ta prise au souverain, tu dois une part de ta prise à l'armateur, c'est-à-dire au propriétaire du navire, tu dois une part de ton butin à tous les actionnaires qui ont mis des parts dans le voyage, hein. Il faut savoir que l'actionnariat, les traders, hein, il y en avait déjà, il y en avait déjà au 16e, au 17e siècle, hein. Et donc, bah voilà, quand tu avais fait une prise et que tu avais un butin, eh ben, tu vois, toi, en tant que matelot de l'équipage, pour toucher une part de ce butin-là, eh ben, des fois, tu attendais que tout le monde déjà soit payé, hein. Donc, tous les juges, les avocats, les actionnaires, tous ceux qui ont mis des parts dans le voyage et dans la prise, eh ben, ils sont déjà payés. Et toi, eh ben, il ne te reste plus que les miettes. C'est pour ça que beaucoup de corsaires, d'ailleurs, ont tourné à la piraterie, parce que bah, eux, ils voulaient l'argent sonnant et trébuchant dans l'instant, quoi. Tu vois. Et quand tu es corsaire, bah, c'était pas possible. Voilà, donc pour ce qui est de Surcouf, pirate, oui, oui et non, plus collabo du pouvoir, fonctionnaire et mercenaire, à proprement parler, que pirate tel qu'on peut l'imaginer, quoi. Ensuite, qui me dit quoi? Alors, n'oubliez pas que le communisme ou le libéral ne sont pas des absolus dans une vie. Ouais, je comprends pas bien, mais bon, ouais. Ensuite, paysan jaune, parle pas la bouche pleine Romain. Bon, voilà, si vous avez encore des questions, les amis. Queen Anne's Revenge. Ah, intéressant, Microd. Ah, Queen Anne's Revenge. Ah, si vous voulez que je vous en parle du Queen Anne's Revenge? Parce que figurez-vous que j'ai écrit une chanson là-dessus. Ouais, bon, alors. Bon, alors je vais pas sortir. Il faudrait que je ressorte mes dossiers. Mais bon, brièvement, alors le Queen Anne's Revenge, c'est le bateau de Barbe Noire. Barbe Noire. Et en fait, c'est une histoire extraordinaire, en fait, ce truc-là. Le Queen Anne's Revenge, donc le bateau du pirate Barbe Noire, à l'origine, c'était un bateau français. C'était un bateau français qui avait pour devise, c'est-à-dire qui se nommait la Concorde. Et la Concorde, alors là, on est au début du XVIIIe siècle, hein. Et donc, ah, la chanson après. Mais je suis pas sûr que ça passe bien, en fait, si je prends un instrument de musique et que je chante, je sais pas si la qualité sonore sera au rendez-vous. Donc, pour l'instant, on pourra peut-être faire un essai ultérieurement. Et donc, je continue avec le Queen Anne's Revenge. Alors, le Queen Anne's Revenge, donc, je disais, c'était le bateau de Barbe Noire, mais à l'origine, c'est un bateau français, accrochez-vous bien, qui faisait le trafic triangulaire. Qu'est-ce qu'on appelle le trafic triangulaire?
c'est-à-dire la traite négrière, c'est-à-dire le commerce des esclaves. Et pourquoi triangulaire? Parce que ça partait de France et en particulier de Nantes, ou enfin pas que de Nantes, hein, il y avait aussi Bordeaux, hein, qui a fait la traite négrière. Donc qui partait de Nantes, qui se rendait dans le golfe de Guinée, donc en Afrique, pour aller chercher les esclaves, et qui traversait l'Atlantique pour se retrouver dans les Caraïbes pour revendre ces esclaves-là, et des Caraïbes repartaient à Nantes. Donc vous voyez, ça forme un triangle. Voilà, c'est ce qu'on appelait donc le commerce triangulaire. La traversée de l'Atlantique, ça s'appelait la traversée de l'Atlantique, hein, depuis la Guinée jusqu'aux Caraïbes, ça s'appelait le passage du milieu. Voilà. Et donc, l'histoire du Queen Anne's Revenge, c'est celui-ci. C'est-à-dire que, je crois qu'on est en 1717. Et donc, la Concorde, donc le navire français, part de Nantes, alors avec bien sûr dans sa cargaison des marchandises, mais aussi de la poudre d'or qu'ils allaient échanger en Afrique contre des esclaves, c'est-à-dire contre de la chair humaine, ce qu'on appelait à l'époque le bois d'ébène. Et donc, oui, oui, paysan jaune, je réponds après là. Je te suis au ukulélé. Moi, j'ai un ukulélé aussi. Ouais, je te filerai ça. Je termine sur mon histoire avec le Queen Anne's Revenge. Donc, nous avons la Concorde, donc le navire, la Concorde, qui part de Nantes et qui se rend dans le golfe de Guinée, qui fait son échange de marchandises et de poudre d'or contre des esclaves, et il traverse l'Atlantique pour se retrouver dans la mer des Caraïbes pour vendre ces esclaves-là. Et coup du sort, lorsqu'il arrive dans les Caraïbes, il se fait aborder par Barbe Noire, qui à l'époque avait bien sûr un autre navire, hein. Et donc, il se fait aborder par Barbe Noire. S'ensuit bien sûr un combat, hein, où il y a pas mal de morts parmi l'équipage et parmi les esclaves aussi. Et donc, à la suite de ce combat-là, Barbe Noire prend possession de la Concorde, c'est-à-dire du navire français qu'il vient de piller, et s'en sert comme de son navire amiral, et il le rebaptise le Queen Anne's Revenge, c'est-à-dire la revanche de la reine Anne. Et donc, on a un navire français qui rentre dans l'histoire avec ce pirate Barbe Noire, ce navire français qui s'appelait à l'origine la Concorde, qui faisait du trafic d'esclaves et qui, tombant entre les mains de Barbe Noire et de son équipage, ce navire français est devenu le Queen Anne's Revenge, possession du pirate Barbe Noire. Alors, je ne donne pas de nation, puisque je dis que c'est un navire français, mais une fois qu'il est entre les mains de Barbe Noire, le navire, il n'a plus de nation, puisque par définition, les pirates n'ont pas de nation. C'est pour ça qu'ils occupaient les zones grises, c'est-à-dire les espaces maritimes qui n'étaient pas encore propriété d'un État. Voilà, j'en ai fini avec cette petite histoire du Queen Anne's Revenge avec Barbe Noire. Paysan jaune, donc je reviens sur ce que tu disais. Là, tu me donnes les accords d'une chanson facile et je te suis au ukulélé. Ouais, mais des chansons faciles, j'en ai quand même pas mal, hein. Alors, bon, c'est pareil, là, par rapport au Queen Anne's Revenge et à cette histoire-là, je vous ai dit que j'ai écrit voilà, une chanson qui raconte un petit peu cette histoire-là, parce que maintenant, pour ceux et celles qui me connaissent, en effet, je suis auteur-compositeur, donc je compose mes propres chansons,
mais dans mon répertoire, j'y incruste, aussi des chansons que je n'ai pas composées, des chansons qui sont des chansons historiques, donc qui ont été écrites, voilà, au XVIIe, au XVIIIe, enfin voilà, le plus loin que je peux trouver, des chansons, qui évoquent, l'histoire, je les collectionne et quelquefois je les mets dans mon répertoire de composition, personnelle et originale. Parce qu'en fait, c'est un répertoire, que je chante d'événements, lors de festivals, d'événementiels, qui évoquent, l'histoire, et quand c'est des festivals de la marine ou, tu vois, de rassemblement de bateaux. Alors quand je parle de bateaux, je parle de vieux bateaux, hein, de bateaux en bois, ce qu'on appelle actuellement les vieux gréements. Moi, je navigue pas sur des bateaux en plastique. Moi, je navigue principalement, sur des vieux bateaux en bois et si possible des reconstitutions, historiques, et donc dans le cadre de ces festivals-là, qu'ils soient à terre, hein, sur les quais ou à bord, eh bien, je joue ce répertoire de chansons qui évoquent, la piraterie, et donc ce sont aux 3 quarts des chansons que j'ai composées, moi-même, et pour le reste des chansons, historiques, que j'ai glanées, ici et là. Bah oui, n'hésite pas à nous les chanter, mais comme je te disais,